Bonjour, ceci est le réupload d'une vidéo de 2019 qui a été supprimée par YouTube. J'ai juste changé un peu le montage et je pense que le fond est toujours pertinent aujourd'hui. Bon visionnage. Ah, encore une vidéo qui parle de féminisme. Oh allez, je sais que vous aimez ça en vrai. Récemment est sorti un article de Konbini qui parle à la fois de manga et de féminisme. Un mélange qui a tendance à rendre les fans de manga un petit peu chafouins. J'avais ce projet de vidéo en tête bien avant la publication de cet article, mais comme il est sorti, bah autant en parler. Cet article pose la question suivante: que faire lorsqu'on est féministe et qu'on se rend compte du sexisme dans les mangas? Une question que je me suis déjà posée et à laquelle je réponds indirectement dans la conclusion de ma vidéo sur le sexisme dans les mangas. Je vous invite à la voir, mais pour résumer l'idée, oui, on peut constater qu'il y a des problèmes de sexisme dans le manga et continuer d'en lire et de les apprécier. Plus globalement, c'est pas parce qu'une œuvre véhicule des messages avec lesquels on n'est pas d'accord qu'on doit s'en priver. Le principal, c'est juste d'en être conscient. Et encore une fois, remarquer qu'il y a du sexisme dans les mangas, ce n'est pas un appel au boycott ou à la censure, c'est juste une critique dans le but de les rendre meilleurs. Concernant Konbini, il faut savoir que c'est un média dont je me méfie plutôt, car je trouve leur ligne éditoriale très ambiguë et ils ont déjà publié des articles avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord. Néanmoins, cet article n'a pas d'autre ambition que celui de présenter un point de vue personnel d'une lectrice de manga. Et même si certains choix d'exemples n'étaient pas les plus pertinents, je trouve qu'il arrive tout de même à la bonne conclusion. Ce qui n'a pas empêché les fans de manga sur les réseaux sociaux de se défouler dessus. Alors autant je comprends l'agacement de voir toujours associer le sexisme et les mangas dans les médias, c'est vrai que c'est carrément devenu un marronnier à ce niveau-là, autant je trouve que les réactions de la communauté sont toujours disproportionnées. Et surtout, ça ne justifie en aucun cas le fait de s'en prendre à la personne qui a rédigé l'article. C'est ainsi qu'on se retrouve avec de magnifiques messages qui confondent un peu tout, juste dans le but de discréditer l'article. À l'image de ce tweet venant d'une certaine personne que je vais laisser anonyme, dirons-nous. Ce message évoque le concept de slut-shaming, c'est-à-dire le fait de culpabiliser une femme pour son comportement sexuel ou sa tenue provocante. Cependant, ce tweet contient un problème de raisonnement, l'as-tu remarqué? Alors je sais que ça peut paraître dingue dit comme ça, mais il se trouve que les personnages de fiction n'ont pas de volonté propre. Putain, je suis vraiment en train d'expliquer ça. Pour résumer, le slut-shaming, ça vise les femmes. Or, dénoncer l'hypersexualisation de personnages féminins, ça ne vise pas ces dernières, ça vise les auteurs, voire les éditeurs, car on sait que ce sont souvent eux qui ont la main mise sur les mangas lors de leur pré-publication, notamment en ce qui concerne le fanservice. Mais bizarrement, les Jean-Michel liberté artistique des auteurs, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Ce tweet, c'est du même niveau que les gens qui se croient malins en disant « Les féministes dénoncent les hôtesses de podium alors qu'elles sont censées être pour la liberté des femmes, elles sont incohérentes ». Ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que les féministes ne reprochent pas cette pratique aux femmes qui y participent, mais aux organisateurs qui les exploitent, qui les embauchent. Bref, le chef je veux dire cette personne totalement anonyme, n'a pas compris ni l'article de Konbini, ni ce qu'était le slut-shaming. Dans ce cas-là, petit conseil, soit tu nuances ton propos pour éviter les affirmations fallacieuses, soit tu t'abstiens de parler d'un sujet que tu ne maîtrises manifestement pas. Ça va, j'ai assez bien expliqué où était l'erreur? Ou on va encore me reprocher de ne pas avoir compris ou d'avoir sorti les propos de son contexte? Pour revenir au sujet, l'un des arguments récurrents pour écarter tout sexisme d'une œuvre, et qui a été repris en masse contre l'article de Konbini notamment, c'est la mise en avant d'une femme forte et indépendante, la fameuse Strong Independent Woman. Et en effet, il est plutôt agréable de voir un personnage féminin actif qui prend des décisions et ne se laisse pas faire. Cependant, cet archétype de personnage suffit-il à écarter toute critique? C'est ce que nous allons voir à travers deux exemples, Kill la Kill et Bright Stories. J'ai déjà parlé de nombreuses fois de Kill la Kill, notamment dans ma première vidéo sur la sexualisation dans les animés, un sujet sur lequel mon point de vue a pas mal évolué depuis sa publication. Dans cette vidéo, je comparais par exemple les propos du personnage de Satsuki sur sa tenue à des slogans féministes sur la liberté des femmes de porter ce qu'elles veulent. Et à ce moment-là, j'ai fait la même erreur que le tweet que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire faire comme si c'était le personnage qui avait décidé de ça de lui-même. Sauf que c'est faux, c'est pas Satsuki qui a décidé de porter cette tenue, mais les créateurs de l'anime, et ça change pas mal de choses. Les avis divergents autour de Kill la Kill illustrent parfaitement l'ambiguïté de cette série sur la question. Pour certains, c'est un ecchi non assumé abusant du fanservice, pour d'autres c'est un anime carrément féministe. Et j'avoue que ces personnages féminins très percutants m'ont totalement conquis. Néanmoins, ce n'est pas parce que moi personnellement je trouve que le charisme des personnages surpasse le fanservice que ce dernier n'existe pas. Et mon avis a pas mal évolué quand j'ai appris le concept de male gaze. Le male gaze, qu'on pourrait traduire par regard de l'homme ou regard masculin, c'est le fait qu'une œuvre soit réalisée d'un point de vue typiquement masculin, notamment dans l'apparence des persos féminins, les angles de caméra, etc. En gros, c'est fait par et pour des hommes, inconsciemment ou non. Avec cela en tête, on se rend compte que les moments classe des héroïnes sont pas mal parasités par du fanservice stupide et de nombreux angles de caméra tendancieux. Et le fait que la quasi-intégralité des personnes prenant des décisions dans la réalisation
scénarisation de cet animé sont des hommes a tendance à confirmer cela. Ce qui ne veut pas dire que quelque chose réalisé par un homme contient forcément du male gaze ou qu'une femme réalisatrice y échappe forcément. En bref, avec ça en tête, je me sens un petit peu trahi car j'ai l'impression que la façade des personnages féminins extrêmement forts et intéressants devient une excuse pour pouvoir les sexualiser à outrance. Et il est là le paradoxe, avoir un personnage en apparence progressiste qui véhicule en réalité des clichés sexistes. Évidemment, on retrouve ça dans pas mal d'autres médias comme les comics par exemple. Le personnage de Wonder Woman résume à lui seul toute l'ambiguïté de ce personnage à travers ses relations compliquées avec le féminisme depuis le début de son existence. Wonder Woman peut tout autant être vue comme un symbole d'empowerment féminin que comme un fantasme hypersexualisé d'homme hétéro. De plus, ça fait longtemps que l'image de la demoiselle en détresse ne fait plus vendre, et que la femme forte est devenue un archétype de personnage dans la culture populaire. De nos jours, ce n'est plus du tout subversif de montrer une femme forte dans la fiction. Bon, sauf quand c'est le rôle principal, là il y a encore des gens qui ont du mal. Et je pense que ce type de personnage n'est pas incompatible avec du contenu sexiste. Alors oui, c'est toujours mieux d'avoir un personnage féminin qui ne soit pas une plante verte, mais en faire un personnage fort n'exclut pas automatiquement le caractère sexiste d'une œuvre. Alors est-ce que ça veut dire que je dois renier Kill la Kill et considérer cet animé comme sexiste ? Bien sûr que non. Déjà, comme je l'ai dit au début, se rendre compte du sexisme dans une œuvre n'empêche pas de l'apprécier. Ensuite, évidemment que le caractère sexiste d'une œuvre ne se détermine pas au simple fait que ses personnages sont sexualisés. Beaucoup d'autres choses entrent en compte. Et concernant Kill la Kill, l'anime contient en effet des scènes carrément abusées. L'histoire ne serait pas moins bonne avec un peu moins de fanservice, et en dehors des sourcils touffus de Satsuki, le physique de ses persos féminins correspond totalement au canon de beauté traditionnel. Mais à côté de ça, on a des personnages féminins réellement bien écrits et classes, qui évoluent, qui n'ont pas d'intérêt amoureux forcé, et dont les enjeux ne dépendent pas d'un homme. Donc au final je retiens plus de positifs que de négatifs dans Kill la Kill, et je peux apprécier cet animé tout en étant conscient de ses défauts. L'autre œuvre qui semble présenter ce genre de paradoxe, c'est le manga Bright Stories. Je n'ai jamais vu autant de personnages féminins aussi forts et intéressants dans un univers aussi patriarcal que celui de l'Asie centrale du 19e siècle. On parle quand même d'une époque où le mariage arrangé est la norme, où les femmes sont littéralement achetées avec une dot, où elles sont soumises à l'autorité de leur mari ou de leur père, et où il est normal qu'elles soient cantonnées au rôle de mère au foyer. Et en même temps, on a énormément de personnages féminins qui sortent de leur carcan traditionnel, qui sont très loin d'être soumises et qui font bien d'autres choses que la cuisine et la couture. On trouve non seulement des figures de femmes fortes comme Amir, qui en plus d'être parfaite dans son rôle d'épouse, est aussi douée dans des domaines tels que la chasse, ou la doyenne Balkish, qui a une grande autorité dans son clan, mais aussi des filles dissidentes comme les jumelles Layla et Layli, qui pensent beaucoup plus à s'amuser et à pêcher qu'à se marier, ou encore Paria. C'est simple, Paria, elle ne rentre clairement pas dans les critères d'une bonne épouse. Elle n'a pas des manières très féminines, elle dit tout ce qu'elle pense, et la couture, ça la fait vraiment chier. Paria est totalement en décalage avec le modèle d'épouse que ses parents voudraient qu'elle soit. Mais malgré ça, elle va tout de même trouver un fiancé qui l'accepte telle qu'elle est. Comme quoi, on n'est pas obligé de rentrer dans le moule pour s'intégrer à la société. Du coup, Bright Stories n'est pas du tout un pamphlet traditionnaliste prônant le retour à un passé avec un unique modèle de femme idéale. Au contraire, le titre Histoire au pluriel d'épouse indique une pluralité de façons de vivre son couple. Couple pas forcément hétérosexuel d'ailleurs, car on a tout un arc centré sur la relation entre Anis et Shirin. Alors elles ne font rien d'explicite entre elles, mais elles vivent tout de même une relation dite de sœur conjointe, une tradition qui a réellement existé avec une cérémonie officielle comme pour le mariage. Et Kaoru Mori ne se prive pas d'inclure des éléments yuri dans leur histoire. Jamais je ne trouverai assez de mots pour exprimer tout l'amour que j'ai pour Kaoru Mori. Quand je dis que c'est la mangaka la plus passionnée au monde, je le pense sincèrement. Dans les pages bonus de Bright Stories, on voit que Kaoru Mori fournit des efforts démesurés et de sa propre initiative pour fournir un travail de qualité. Elle fait masse de recherches pour que son manga colle le plus parfaitement possible à l'Asie centrale du 19e siècle qu'elle souhaite représenter. Au niveau des vêtements, des animaux, de la nourriture, de la politique, des traditions. Du coup, on peut pas lui reprocher de représenter des mœurs qui ont forcément un peu vieilli, vu qu'elle veut son manga être le plus proche de la réalité de l'époque. Ce n'est pas parce qu'elle dessine des mineurs se marier très jeunes ou des repas entre hommes interdits aux femmes qu'elle pense que c'est la bonne chose à faire, c'est juste que c'était comme ça à l'époque. Ah tiens, tant qu'on est là à parler de sujets qui fâchent facilement les gens, abordons le sujet du voile. En effet, dans un manga réaliste qui voyage de l'Asie centrale à la Turquie, on tombe forcément sur des éléments liés à l'islam. En l'occurrence, tous les personnages féminins de Bright Stories portent un voile ou quelque chose d'équivalent. Cependant, dans ce manga, ce n'est pas montré comme quelque chose de religieux, mais plutôt comme un code vestimentaire culturel, d'ailleurs parfaitement personnalisable. Les cheveux sont considérés comme une forme de nudité, comme on le voit dans une scène entre Talas et Smith, et ça a l'air de s'appliquer également aux hommes qui portent tous des chapeaux. Coutume qui n'a lieu qu'en public, car dans la sphère privée, les couples peuvent se dévêtir la tête. On trouve même quelques scènes avec des femmes en voile intégral. Oui, je répète,
Ce manga, publié en 2019 en France, pays dans lequel rien que le fait d'évoquer le sujet du voile est problématique, contient des femmes portant un voile intégral. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir 2 pages plus loin une scène de hammam. On trouve ainsi de temps en temps de magnifiques scènes de nu incluses dans la vie quotidienne. Donc là encore, il n'y a aucune volonté de faire l'apologie de la femme soumise qui doit rester couverte. Et dans ce manga, le voile est un simple élément historique et culturel. Petite parenthèse politique, les féministes pro-voile sont pour le fait d'avoir le choix de porter le voile ou non. Elles sont contre seulement quand c'est effectivement imposé. En bref, dans ce manga, comme dans toute œuvre, on ne peut pas écarter les présences de sexisme par défaut, juste par la présence de personnages de femmes fortes. En revanche, on peut analyser et contextualiser tous les éléments qui pourraient paraître ambigus. Et en l'occurrence, avoir des personnages féminins très divers qui tentent de vivre comme elles le veulent dans une société ultra patriarcale, c'est sans doute plus intéressant qu'une nana qu'on qualifie de forte et indépendante juste parce qu'elle casse les gueules aux mecs qui lui foutent des mains au cul. Le seul et unique point que je pourrais reprocher à Bright Stories, c'est la romantisation du mariage arrangé. Et encore, ça peut se comprendre, sachant que c'est une coutume qui a eu lieu pendant longtemps au Japon, sous le nom d'omiai, et qui existe encore aujourd'hui, même si c'est plutôt marginal. Il y a aussi le fait que l'histoire se concentre sur des cas particuliers, où les époux se plaisent malgré le côté arrangé. Et ce n'est pas généralisé, vu qu'on entend aussi parler de mariages qui se passent mal, et d'histoires de clans qui abusent de cette coutume. Dans d'autres cas, les mariés se connaissent déjà et s'apprécient, ou au contraire, le mariage arrangé devient un obstacle, comme dans l'histoire de Talas et Smith. Au final, Bright Stories arrive à éviter les clichés sexistes, alors même que son histoire se déroule dans un contexte historique extrêmement sexiste. Il a une palette très variée de personnages féminins, un respect notable du consentement, surtout vu le contexte, des scènes de nudité que je ne considère même pas comme du fanservice tellement elles paraissent naturelles, ou encore une inversion de certains codes de la romance. Bref, Kaoru Mori réussit à créer une histoire des personnages super intéressants, dans un monde où les femmes sont censées être réduites à leur rôle d'épouse, et c'est juste incroyable. Je ne pourrais pas qualifier ce manga de féministe, et de toute façon il n'en a pas la prétention. Mais Bright Stories n'en reste pas moins une énorme déclaration d'amour envers les femmes et la diversité des façons de vivre son couple.